Donald Trump déteste les VE. Il fait tout ce qu'il peut pour freiner la croissance des VE. Même si ces mesures ont évidemment un impact à court terme, sur la durée, ça ne sera pas le cas. C'est un criminel climatique, Donald Trump, de toute façon. Il va, de par ses actes, empirer la situation. Alors que, bon, ceux qui étaient là avant, ils ont un peu freiné le truc. Enfin, du moins, ils ont essayé, quoi. Le milliardaire avait promis de tuer l'IRA, Inflation Réduction Act, s'il s'y emploie, suppression du crédit d'impôt de 7 500 $ pour l'achat d'un VE, coup d'arrêt du programme fédéral Navy, destiné aux infrastructures de recharge, retour en arrière sur les objectifs de vente à 50% d'électrique d'ici 2030. Ces décisions ont sans doute des effets immédiats. Selon les prévisions du cabinet Rystad, relayé par Reuters, la part de marché des VE aux États-Unis pourrait plafonner à 18,75% en 2030. Et avant, les objectifs, c'était 24% avant l'arrivée de Trump. Presque un quart. Il a anticipé des aides rendant l'électrique moins accessible, notamment pour les foyers modestes. L'incertitude réglementaire risque de ralentir les investissements dans les bornes de recharge, en particulier dans les États les plus conservateurs. Tous les États ne suivent pas la ligne de Washington. La Californie, forte de ses 2,2 millions de véhicules électriques en circulation, continue d'imposer des règles ambitieuses aux constructeurs, et cela, malgré les pressions fédérales. D'autres bastions démocrates, comme New York ou le Colorado, maintiennent leurs objectifs et s'engagent juridiquement contre les décisions de Trump. C'est bien, c'est bien. Les gouvernements locaux constituent des remparts solides face à ce virage politique fédéral. Les constructeurs, eux, ont déjà misé gros sur l'électrique. Ford et GM prévoient ensemble de près de 85 milliards de dollars d'investissement d'ici 2026, et de nombreux groupes étrangers, européens ou asiatiques produisent déjà leurs modèles sur le sol américain. Pour eux, difficile de revenir en arrière, alors que les marchés européens, chinois et californiens imposent l'électrique à court ou moyen terme, même sans soutien fédéral. L'électrification reste une nécessité et une priorité industrielle. On comprend donc que l'électromobilité est plus que la simple lubie d'un mandat présidentiel. Elle s'inscrit dans une tendance mondiale portée par la réglementation en faveur de l'environnement et des progrès technologiques. La politique interventionniste de Donald Trump ne suffira donc pas à enrayer cette transformation globale. En ce sens, on peut logiquement penser que les VE survivront, j'espère, aux locataires actuels de la Maison-Blanche. Parce que leur essor dépasse sa présidence et sa vision. Sachant que, heureusement que c'est que 4 ans un mandat américain, c'est pas 5 comme chez nous, quoi. Mais bon, il va quand même faire des dégâts en 4 ans, hein. Putain, 2028, je sais pas ce que ça donnera, mais... Il va en faire des dégâts, le Donald, là. Mais bon, il y en a ici, dans les commentaires, qui ne jurent que par lui. Des matrixés de Trump. C'est leur dieu, apparemment. Donc, mais grand bien vous fasse, hein. Ferrari teste des voitures chinoises pour s'inspirer d'elles, évidemment, des voitures électriques. Une Xiaomi SU7 Ultra a été importée en Italie, dans le garage de Ferrari, donc il la teste. Vous vous rendez compte quand même que Ferrari, marque historique, qui est sortie, je sais pas, dans les années... Ça a été créé quand, Ferrari? Attendez, je vais regarder. Ferrari a été créé en 1939. Voilà. Donc ça fait 85, 86 même, 86 ans que ça a été créé. Les mecs, ils importent une SU7 Ultra de Xiaomi qui s'est lancé dans les VE il y a 2 ans. À peine. Je trouve ça très ironique quand même. C'est dire le retard, quoi, des constructeurs historiques. Ce type de benchmark n'a rien d'inhabituel dans l'industrie. Les constructeurs achètent ou empruntent régulièrement des modèles concurrents pour les étudier, mais voir Ferrari porter son attention sur une nouvelle voiture chinoise traduit une nouvelle réalité. La Sucette Ultra ne se contente pas d'être une curiosité asiatique, c'est une nouvelle référence. Il s'agit même de la voiture électrique de série la plus rapide sur le circuit de Nürburgring, devant la Porsche Taycan. Bon, après ils reviennent sur les perfs de la voiture, hein, 0 à 100 2 secondes, etc. Alors de toute façon, Ferrari, là, ils devaient la lancer en septembre, leur voiture électrique sportive, mais ça a été reporté à 2026. Il précise cependant à la fin que la marque va commencer à dévoiler l'auto en octobre, mais le lancement complet sera en 2026, donc on aura peut-être quelques infos par-ci par-là, mais à mon avis on n'en saura pas beaucoup plus. Voilà, ils sont encore en train de peaufiner leur première voiture électrique chez Ferrari, alors que Porsche, ça fait un bail déjà qu'ils ont lancé la leur, et je trouve dommage que Ferrari soit en retard sur ça. Alors, les normes CO2, qu'est-ce que ça donne au bout de 6 mois, les 6 premiers mois de 2025? La moyenne des émissions de CO2 pour les voitures neuves vendues s'élève à 101 grammes par kilomètre. C'est 9% au-dessus de la limite fixée à 93 grammes par kilomètre par l'Europe. Ah oui, alors, 9%, ouais. Du coup, c'est quand même un peu beaucoup. Parmi les bons élèves, on retrouve encore une fois le groupe BMW. Le constructeur allemand est à 92 grammes par CO2 par kilomètre.
Une réussite qui s'explique par une offre diversifiée où les modèles électriques, 25% des ventes, et bordeaux chargeables contrebalancent les ventes des thermiques. Le pool Mercedes, Volvo, Polestar est juste au-dessous du seuil avec 94 grammes de CO2 par kilomètre. 8 de trop par rapport à son objectif. Mais l'arrivée de la nouvelle selle électrique pourrait changer la donne. Le groupe Volkswagen, qui a pourtant placé 5 modèles en top 10 des voitures électriques au premier semestre, est à la traîne. Elle a raison, une électrification encore trop timide si on prend l'ensemble des volumes. 18% des modèles électriques, 9% des bordeaux chargeables. Ils ont tellement de modèles thermiques et hybrides aussi, tu m'étonnes. Et toujours en très forte demande pour ces modèles thermiques et plus populaires comme le Tiguan. Alors, quid de Renault et Stellantis? Attendez, je crois que de toute façon il y a un tableau plus bas. Voilà, on va être très clair. Petit tableau. Bon, tout le monde est au-dessus des objectifs qui se sont fixés du moins. Donc si on résume, BMW 93, Mercedes, Volvo, Polestar 94, Kia et Hyundai d'ailleurs ils sont pas ensemble, c'est assez étonnant. 96 Kia, 99 Hyundai, Tesla, Stellantis, Toyota 101, la moyenne est de 101, Renault est au-dessus, 102, Volkswagen 105, CX 106 et Nissan 122. Nissan ils sont dans une merde, mais c'est catastrophique, 122 quoi. Vite, la Leaf, la Leaf 3. Et encore, est-ce que ça va changer la donne? Même pas sûr. Bon, bah très bien. À voir comment ça va évoluer. La progression du Hyundai Kia est réelle. Inster et les futurs Kia EV2 vont permettre de rentrer vite dans les clous. Et Nissan donc catastrophique. Ah bah écoutez, on verra comment ça évolue. Durant les mois, années à venir, on fera un autre point, je pense, à la fin de l'année 2025. Le Népal est le nouveau pays roi de l'électrique. Bizarre, hein? Si le Népal ne figure pas parmi les géants économiques mondiaux, il est aux côtés de la Norvège, en passe de devenir l'un des champions de la voiture électrique. En 2024, 76% des voitures neuves vendues dans ce pays himalayen étaient électriques. À titre de comparaison, la moyenne mondiale plafonne autour des 20%. Cette bascule s'explique d'abord par une ressource abondante, l'hydroélectricité. Depuis la crise énergétique avec l'Inde en 2015, le Népal a massivement investi dans les parages, ce qui permet aujourd'hui de produire une électricité totale, locale, bon marché et décarbonée. Une aubaine pour électrifier les transports. L'État a aussi joué un rôle décisif dans une politique fiscale volontariste. Les véhicules électriques apportaient 180% de taxes pour les modèles thermiques, c'est énorme. Certaines voitures électriques coûtent aujourd'hui beaucoup moins cher que leurs équivalents à l'essence. Parallèlement, les infrastructures de recharge fleurissent. Cette dynamique profite aux constructeurs chinois. Le marché népalais est aujourd'hui dominé par BYD, entre autres, et d'autres marques venues de Chine. Leurs modèles abordables séduisent une classe moyenne en quête de solutions à la fois économiques et modernes. L'exemple du Népal montre qu'avec une volonté politique, tout est possible. Eh oui, bravo le Népal. Exemple à suivre dans les autres pays d'Europe. La Cupra Born sera bel et bien dans le leasing social. Elle est sympa la Cupra Born, bien plus jolie que l'ID3 je trouve. Bien plus réussie. Ce sera la version 59 kWh apparemment, qui lui donne déjà 428 km d'autonomie, ce qui est très bien. La compacte dépasse toutefois de peu d'autres propositions comme le Skoda Elroq. Bon, le Skoda Elroq c'est un SUV, moins efficient, c'est normal. 11 kW en AC, 65 kW en DC, l'équipement est riche avec en série écran tactile 12,9 pouces, caméra de recul, radar de stationnement, en leasing social, une location longue durée de 37 mois et 37 000 km. La borne One est à 189 € par mois. Ouh, c'est un peu cher quand même. Le client n'a pas à payer un premier loyer majoré, celui-ci est couvert par l'aide de leasing social. Alors, pour le coup, un peu moins intéressant que le reste, je trouve, de Volkswagen. J'aurais plutôt mis à 149, 159, pas plus quoi. Là, c'est quand même beaucoup plus cher qu'un ID4 aussi. Je trouve que c'est pas si dingo là, la proposition tarifaire. L'idée 3 est plus intéressante, il me semble aussi, hein. Donc en termes de tarifs. Ouais, un peu décevant là, sur ce coup-là, je pense, Cupra. Il y avait mieux à faire. À mon avis, ça va pas faire beaucoup de ventes, cette histoire-là. Vous en pensez quoi de ce positionnement tarifaire de Cupra?